À 30 000 pieds au-dessus du Midwest, une femme valant 3 milliards de dollars arrêta de respirer. 53 passagers la regardèrent mourir. Certains altèrent, certains se figèrent. Un homme en classe affaires sortit son iPhone et commença à filmer, composant déjà la légende pour son post sur les médias sociaux. Mais au siège 37B, coincé entre une porte de laboratoire cassée et un nourrisson qui criait, un homme en chaussures scotchées se leva. Ses mains étaient gercées à force de nettoyer des toilettes d'entreprise à minuit. Sa fille de Luton era une barre granola et moitié mangée, leur seule nourriture depuis hier matin. Sa mère était en train de mourir dans un hôpital de Phoenix à 2000 milles de là. Et il avait exactement 3 heures et 47 minutes pour dire au revoir. Il sauva la vie de la milliardaire en 2 minutes et 53 secondes, puis il disparut. Pas de nom, pas de récompense, pas de trace. Ce qu'elle découvrit de lui briserait tout ce qu'elle croyait du succès, de la valeur et des gens invisibles qu'elle avait dépassés toute sa vie privilégiée. Vivian Ashford arriva à son bureau avant l'aube comme elle l'avait fait chaque jour pendant 15 ans. Le 47e étage de la Willis Tower s'étendait sous des fenêtres du sol au plafond. Chicago s'étalant comme un royaume qu'elle avait construit avec des cartes de crédit plafonnées et un pur refus d'échouer. Son Starbucks était noir, pas de place pour la crème. Elle n'avait pas le temps pour les complications. Le terminal Bloomberg cyclait à travers les contrats à terme pré-marché pendant que son Wall Street Journal gisait ouvert. Surligneur jaune marquant les sections qui importaient 19 jours avant l'IPO. Ashford Medical Corporation évalué à 42 milliards de dollars. Son téléphone vibra. Un texte de Roland, son jeune frère. Conseil devenant agité concernant les projections du T3. Certains membres questionnant les priorités de leadership. Déjeuner demain. Nous devrions élaborer une stratégie, ma sœur. Elle le supprima sans répondre. Roland avait voulu sa chaise depuis le jour où elle avait fondé cette entreprise. 15 ans, il avait attendu qu'elle trébuche. 15 ans à regarder, à calculer, à se positionner pour le moment où elle montrerait de la faiblesse. Le docteur Margot Castellaniano apparut dans l'embrasure de la porte. « Sois homme, lui dit-on, cheveux argentés. » Elle était la seule personne sur Terre qui appelait Vivienne par son prénom sans permission. « Vive, tu ressembles à la mort réchauffée. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Mange quelque chose qui ne vient pas d'un distributeur automatique. Dormir est pour les gens qui ne sont pas à 19 jours de la plus grande IPO de technologie médicale de l'histoire du Nasdaq. » Margot l'étudia avec une inquiétude clinique. Ta mère s'est travaillée dans une tombe précoce. Crise cardiaque à 51 ans, seule dans son bureau à 2 heures du matin. Tu avais 24 ans. Ne me fais pas regarder l'histoire se répéter. Vivienne ne dit rien. Sa mère lui avait laissé un héritage. La terreur profonde des eaux de la pauvreté et une détermination de Ferrand à ne jamais être faible, à ne jamais être dépendante, à ne jamais être invisible à nouveau. Elle avait construit des murs si hauts que personne ne pouvait voir à l'intérieur d'eux. Elle avait construit une armure si épaisse que rien ne pouvait la pénétrer. Elle ne savait pas encore que l'armure pouvait aussi devenir une prison. À 2000 milles à l'ouest, Callum Renfield était réveillé depuis 37 heures. Ses chaussures étaient tenues ensemble avec du ruban adhésif à l'intérieur où personne ne pouvait voir. Le billet d'avion dans sa poche, 139 $ sur Spirit Airlines, avait consommé 3 mois de déjeuner sauté et de comptabilité créative avec la facture d'électricité. Rosie marchait à côté de lui à travers les couloirs fluorescents d'O'Hare. Âgée de 8 ans, les cheveux bruns s'échappant perpétuellement de sa queue de cheval, elle serra un sac à dos décoloré, congelé, contenant tout ce qui était précieux dans son monde. Un ours en peluche à un œil nommé Monsieur Patches, que sa mère avait acheté dans une boutique de cadeaux d'hôpital la veille de sa mort. Une photographie de cette mère en robe de mariée. Une femme que Rosie n'avait jamais réellement rencontrée. Une moitié de bar granola Nature Valley que Callum avait sauvé de sa salle de repos d'entrepôt Amazon. « Papa, pourquoi les billets d'avion coûtent-ils tant?
Parce qu'il nous transporte vers les gens que nous aimons, Rosie fille. Elle considéra cela avec la gravité que seuls les enfants de 8 ans possèdent. Alors l'amour doit être vraiment cher. Est-ce pourquoi nous n'en avons pas beaucoup? La question le coupa comme de l'acier chirurgical. Nous avons beaucoup d'amour, chérie, juste pas beaucoup d'argent. Ce sont des choses différentes. Madame Hernandez dit qu'en Amérique, ce sont la même chose. Elle dit que c'est pourquoi sa sœur ne peut pas se permettre ses médicaments. Callum n'eut pas de réponse pour cela. Certaines trêves étaient trop lourdes pour les terminaux d'aéroport à 5 heures du matin. Son téléphone vibra. Hôpital général de Phoenix, Monsieur Renfield. Ici le Dr. Patterson. La condition de votre mère a détérioré significativement pendant la nuit. Si vous voulez la voir, vous devriez venir maintenant. Je suis désolé. Lauren Renfield l'avait élevée seule après que son père fut parti avec une secrétaire de 23 ans quand Callum avait 6 ans. Elle avait travaillé des doubles corps chez Denise pendant 19 ans afin qu'il puisse obtenir son diplôme d'école d'infirmière sans se noyer dans les dettes. Quand Karen mourut, quand les factures médicales atteignirent 847 000 $, Lauren avait vendu sa voiture et déménagé dans un parc de roulottes à Phoenix pour l'aider à survivre. Maintenant, elle mourait d'un cancer du pancréas et il avait 3 heures et 47 minutes pour dire au revoir. L'avion décolla de Chicago, transportant sa cargaison de vie séparée vers des destinations séparées. En première classe, Viviane revit les documents d'IPO sur un ordinateur portable qui coûtait plus que ce que Callum gagnait en 2 mois. Dans la rangée 37, Rosie s'endormit contre l'épaule de son père. Monsieur Patches serré contre sa poitrine, épuisé de s'être réveillé à 4 heures du matin. 35 minutes après le début du vol, Vivian tendit la main vers son verre d'eau. Sa gorge se serra. Étrange. Les crevettes. Ce déjeuner traiteur que son assistante avait commandé. Ses lèvres commencèrent à picoter. Sa poitrine se contracta. Bande d'acier s'enroulant autour de ses côtes. Elle essaya de respirer et ne put pas. La cabine éclata dans le chaos. Quelqu'un cria. Des hôtesses de l'air se précipitèrent, visage pâle de panique. L'homme en 3C sortit son iPhone et commença à filmer. Personne ne bougea pour aider. La vision de Viviane grisa au bord. Elle était en train de mourir à 30 000 pieds, entourée d'étrangers, seule malgré la foule. Tout cet argent, tout ce pouvoir, toutes ces années de construction d'un empire, totalement inutile face à une simple réaction allergique. Puis des mains touchèrent dans son visage. Mains douces, mains rugueuses, mains cailleuses qui bougeaient avec une précision de pratique. Quelqu'un inclina sa tête en arrière, doigt trouvant son pouls corrodé avec la certitude d'une longue expérience. « Madame, je suis infirmier. Restez avec moi. Vous allez être bien. » À travers le brouillard gris, un visage se matérialisa. Pas poli, pas cher, juste un homme, épuisé, inquiet, gentil, yeux bruns tenant les siens comme des ancres dans une tempête. Derrière lui, un petit visage, une petite fille aux cheveux bruns, emmêlée dans un ours en peluche à un œil, regardant avec terreur solennelle. « Papa, est-ce que la dame va mourir? »« Non, bébé, elle va être juste bien. » Il le dit comme une promesse, comme s'il avait un quelconque pouvoir sur la mort. Et d'une certaine manière, impossiblement, Vivian le crut. Les mains de Callum se souvenant de tout. 8 ans loin des soins infirmiers, 8 ans à nettoyer des toilettes et à charger des boîtes. Mais la mémoire musculaire n'oublie pas. Voix aérienne dégagée, pouls faible et filant, lèvres cyanosées, anaphylaxie classique, sévère et progressant rapidement. Elle est en choc anaphylactique. J'ai besoin du kit médical d'urgence maintenant. Quelqu'un a-t-il un EpiPen? L'hôtesse de l'air s'agita. Callum évalua, calcula, prépara. Le kit arriva. Il saisit l'EpiPen, vérifia la posologie, le positionna contre sa cuisse latérale. 1, 2, 3. Tenir pendant 10 secondes. Respirez avec moi. Dedans et dehors, lent et régulier. Vous faites super bien.
La couleur revint à son visage, les bandes d'acier se desserrèrent. Elle haleta, toussa, respira, des applaudissements éclatèrent dans toute la cabine. L'hôtesse de l'air toucha son épaule. « Monsieur, vous lui avez sauvé la vie. Pouvons-nous avoir votre nom pour nos dossiers? » La compagnie aérienne voudra reconnaître. Callum vérifia sa montre. Son visage se vida de couleur. Surveillez-la attentivement. Deuxième dose en 15 à 20 minutes si les symptômes reviennent. Ayez des ambulanciers paramédicaux qui attendent à la porte. Il se leva, prit la main de Ross. « Monsieur, votre nom. » Mais il retournait déjà dans l'allée, de retour à la rangée 37, de retour à l'invisibilité. Vivian lutta pour lever sa tête. Elle aperçut à travers le chaos. Veste décolorée, chaussures usées, une petite main d'enfant serrée dans une plus grande, plus rugueuse. Puis rien. Il se dissolut dans la foule de passagers comme s'il n'avait jamais existé du tout. Callum arriva à Phoenix avec 11 minutes à perdre. Les yeux de Lorraine s'ouvrirent une dernière fois quand elle entendit sa voix. Elle tendit la main vers lui, la même main rugueuse qui venait de ramener un étranger de la mort. Et ses lèvres bougèrent avec le dernier de sa force. « N'aie pas peur de vivre à nouveau, Callum. Promets-moi. » « Maman, tu te caches depuis 8 ans. Karen ne voudrait pas cela. Rosie a besoin de toi entier. Pas juste survivant. Trouve quelque chose. Trouve quelqu'un. Laisse-toi voir. Je promets, maman. » Elle sourit, ferma ses yeux et s'éclipsa. À 2000 milles à l'est, Vivian Ashford gisait dans une suite d'hôpital privé au Northwestern Memorial. Machine bépant confirmation de sa survie, hantée par une question qu'elle ne pouvait pas répondre. Qui sauve la vie d'un étranger? Et ne demanda absolument rien en retour. L'enquête commença le lendemain matin. Vivian engagea Declan Thorne, ancien bureau du FBI à Chicago, $500 l'heure. Elle ne se souciait pas du coût. Elle avait besoin de comprendre. Ton homme mystère est un fantôme. Thorne rapporta 2 semaines plus tard. 147 passagers sur ce vol. Des douzaines d'hommes voyageant avec des enfants. Mais ce gars, c'est comme s'il avait pratiqué l'invisibilité. Caméra de sécurité n'attrape jamais son visage clairement. Pratiquer. Certaines personnes apprennent à ne pas être vues. Signifie habituellement qu'ils ont passé longtemps à être négligés. La percée vint du recoupement des admissions aux urgences dans les 500 000 de Phoenix. Patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, Lauren Renfield, 77 ans, mourut le même jour que le vol. Prochain de kin inscrit, Callum James Renfield, fils. Thorne fit glisser le dossier complet sur son bureau en Acadieux. Callum James Renfield, 38 ans, ancien infirmier autorisé, l'essence toujours active mais au chômage dans les soins de santé depuis 2016. Baccalauréat en sciences infirmières de Rush University. Dette étudiante remboursée par règlement de faillite. Emploi actuel, gardien de nuit à la Willis Tower, 12,75 $ de l'heure. Pas d'avantages sociaux. Associé d'entrepôt chez Amazon. Mon aussi 550 $ l'heure. Classé saisonnier pendant 14 mois. Bricoleur de week-end, base de trésorerie, tout ce qu'il pouvait trouver sur Craigslist. Emploi précédent, Northwestern Memorial Hospital, USA 2009 à 2016. Évaluation de performance exemplaire toutes les 7 années. Démissionné citant des raisons personnelles. Épouse Karen Bellamy Renfield, décédée, décembre 2016. Cause de décès hémorragie postpartum. Complications pendant l'accouchement. Dette médicale encourue 847, 312 $. Phil Rosie May Renfield, âge 8. Programme de repas gratuit à l'école primaire Shields. Revenu qualifié. Solde bancaire actuel 47,18 $. Avis d'expulsion déposé le 15 octobre. Vivian fixa le dossier. 247 $. L'homme qui lui avait sauvé la vie valant 3 milliards de dollars avait 247 $ à son nom. Il y a plus, dit Thorne doucement. Les funérailles de sa mère ont eu lieu il y a 6 jours. Petit service, presque personne là. Il semblait brisé, Madame Ashford, comme un homme qui avait arrêté de se battre.
Elle le trouva sur le parking de l'hôpital général de Phoenix 8 jours après la mort de sa mère. Il se tenait à côté d'une ancienne Honda Civic, 251 000 milles au compteur, la fixant comme s'il avait oublié comment ouvrir la porte. 73 heures sans sommeil l'avaient creusé, le laissant fonctionner sur rien d'autre que l'habitude et le besoin désespéré de continuer à bouger. Il entendit ses pas tourner. Tout en elle criait argent, le foulard Hermès, les talons loup-boutin claquant sur l'asphalte, lunettes de soleil de designer probablement valant plus que sa voiture. Il faillit ne pas la reconnaître. Puis il le fit. « Je vous ai cherché. » Son rire s'échappa de lui. Creux et amer. « Vous n'auriez pas dû. Vous m'avez sauvé la vie. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais ils ne l'ont pas fait. » Elle s'approcha. 53 personnes m'ont regardé mourir. Un homme l'a filmé pour TikTok. Vous étiez le seul à bouger. Le silence s'étira entre eux. Le vent de l'Arizona transporta de la poussière rouge sur le parking. J'avais un endroit où être, dit-il finalement. Ma mère était mourante, passée. Elle l'entendit. Je sais. Je suis désolé. J'ai trouvé la vie de décès. J'aurais dû venir, il secoua la tête. Ne veut pas de remerciements. Ne veut pas de sympathie. Ne veut rien. Juste vouloir passer à travers aujourd'hui. Demain. C'est tout. Elle remarqua le papier d'expulsion dans sa poche de veste. Laissez-moi vous aider. Son visage se durcit. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas, alors, qu'est-ce que c'est? Sa voix monta, quelque chose se brisant. Argent de culpabilité? Vous vous sentez mal que le gars qui a sauvé votre vie à $1 milliard ne puisse pas payer le loyer? Que ma fille se qualifie pour le déjeuner gratuit parce que je travaille 3 emplois et ne peut toujours pas dépasser le seuil de pauvreté? Il s'approcha. 8 ans de rage supprimée trouvant finalement une issue. J'étais infirmier, mademoiselle Ashford. Un bon, 8 ans, un USI, sauvé des centaines de vies. Et ma femme saigna sur une table d'accouchement parce qu'un algorithme d'assurance nécessita 47 minutes pour autoriser une procédure qui aurait dû arriver immédiatement. Sa voix craqua. Le système dont vous faites partie, le système qui vous a rendu milliardaire, il a tué ma femme, a ruiné ma famille, m'a pris ma carrière, et maintenant il prend le seul foyer que ma fille ait jamais connu. Vive ne dit rien pendant un long moment. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 42 ans, à se frayer un chemin jusqu'au sommet. Elle s'abaissa sur le trottoir de béton chaud, sa robe à 200 $, collectant la poussière de l'Arizona. Vous avez raison, il la fixa. Vous avez raison surtout. Je dirige une entreprise de technologie médicale. Nous construisons des systèmes de diagnostic, des outils d'imagerie, des choses qui aident les hôpitaux à travailler plus vite. Mais le système qui utilise ces outils, elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il vit quelque chose se fissurer dans son armure. C'est cassé. Cela a été cassé toute ma carrière, et je n'ai rien fait parce que le réparé n'apparaît pas dans les résultats trimestriels. Elle enleva ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges, cerclés d'épuisement, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. J'ai failli mourir dans cet avion, et la seule personne qui m'a aidé était quelqu'un que le système avait complètement laissé tomber. Quelqu'un d'invisible pour tout le monde en première classe. Callum s'assit à côté d'elle. Pas près mais pas loin. Que voulez-vous de moi? Ma fondation gère un programme de réintégration aux soins de santé, des bourses pour les infirmières qui ont quitté le domaine, une aide au logement, un soutien à la garde d'enfants, des frais de scolarité complets, un placement professionnel en échange de 3 ans de travail dans des communautés mal desservies. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous postuliez, parce que votre licence est toujours active, parce que vous m'avez sauvé la vie avec des compétences que vous n'avez pas utilisées depuis 8 ans. Et cela signifie quelque chose. Elle fit une pause parce que j'ai besoin de croire que ce que j'ai construit compte réellement. Callum resta silencieux pendant longtemps. Puis il dit les derniers mots de ma mère. Elle m'a fait promettre de ne pas avoir peur. Peur de quoi?
Il regarda cette femme d'un monde qu'il n'avait jamais touché, assise dans la terre avec lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Vivre? Elle dit, je me suis caché pendant 8 ans. Dit que Karen ne voudrait pas cela. Dit que Rosie a besoin de moi entier, pas juste survivant. Avait-elle raison? Elle avait toujours raison, même quand je ne voulais pas qu'elle le soit. Il ramassa un caillou, le retourna dans ses doigts cailleux. Ce programme, c'est du travail, pas de la charité. Chaque sou gagné, chaque certification passée, chaque patient servi. Vous faites vos preuves ou vous êtes dehors. Et le logement de la Fondation Rosie dans un quartier sûr. Programme après l'école couvert les soins de santé pour vous deux. De vrais soins de santé. Il pensa au shérif d'expulsion arrivant dans 39 heures à l'appartement exigu de Madame Delgado. À la voix de Lorraine. « N'aie pas peur », il tendit sa main. « D'accord. » Vivian la prit. La connexion fut électrique. Inattendue. Terrifiante pour eux deux. « D'accord. » Roland Ashford a pris le nouveau projet de sa sœur dans la semaine. Il s'assit dans son bureau d'angle, costume Bayonne parfaitement pressé, examinant les rapports que son détective privé avait compilés. L'ancien concierge, la bourse, la voiture de Vivian garée devant un immeuble d'appartement du côté sud à 23h43 la nuit. Parfait. À la prochaine réunion du conseil, il planta les premières graines de doute. Le comportement récent de ma sœur me préoccupe. Ressources significatives de la fondation détournée pour localiser un seul passager en classe économique. Maintenant qu'elle parraine un concierge qui a abandonné sa carrière médicale il y a 8 ans. Margot Castellano le fit taire. Le jugement de Vivian a construit cette entreprise à partir de rien. Roland sourit. Cela n'atteignit pas ses yeux. La loyauté est admirable, Margot, mais la loyauté et la responsabilité fiduciaire ne sont pas toujours alignées. Il pouvait attendre. Il avait attendu 15 ans. Quelques mois de plus ne signifiaient rien. Quand le cas de charité de Vivian imploserait, il serait prêt. La transformation commença lentement. Callum assista à des cours pendant la journée, pharmacologie, et support vital cardiaque avancé et protocole de traumatologie. Il étudia jusqu'à 2 heures du matin. Tasses de café s'accumulant comme des monuments à l'épuisement. Manuels hérissés de pense-bêtes de 3 couleurs différentes. L'appartement de la Fondation était petit mais propre. Une rue bordée d'arbres dans le parc Humboldt où les voisins saluaient réellement. Rosie eut sa propre chambre pour la première fois depuis la faillite. Elle couvrit les murs d'autocollants papillons et plaça M. Patches et la photographie de sa mère sur la table de chevet. Cette première nuit, Callum se tint dans son embrasure de porte, la regardant dormir dans un vrai lit au lieu d'un matelas par terre et pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Ses mains se souvinrent de tout. La première fois de retour en uniforme médicaux, le tissu semblait étranger et familier simultanément. La première fois tenant un stéthoscope, entendant un battement de cœur à travers ses écouteurs, sans voir immédiatement le visage de Karen. Vivian apparut occasionnellement, distance professionnelle maintenue, mais elle lui apportait du café quand il étudiait tard. Elle aida Rosie avec ses devoirs comme Callum avait des stages cliniques. Ni l'un ni l'autre ne parla de ce qui grandissait entre eux. Ni l'un ni l'autre n'était prêt. 4 mois après le début du programme, Vivian le trouva dans la cafétéria de la Fondation à 3h17 du matin. Il était assis seul, tête dans ses mains manuel de pharmacologie, ouvert à un chapitre qu'il avait lu 9 fois. Examen final dans 6 heures. Ne peut pas dormir non plus. Il leva les yeux. Elle était en jean et un sweatshirt Yale. Pas de maquillage, pas d'armure. Plus humaine qu'il ne l'avait jamais vue. Ne peut pas se souvenir de la différence entre le Meprol et le Carvedal. 8 ans est une longue période pour être absent. Elle s'assit en face de lui. Parlez-moi d'elle. De qui? Votre femme, Karen. Parlez-moi d'elle. Il fut silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'elle avait dépassé les bornes. Puis les mots vinrent, 8 ans de silence se brisant enfin. Elle enseignait la maternelle, l'éducation spéciale, les enfants avec des différences d'apprentissage,
des défis comportementaux, les enfants pour qui personne d'autre n'avait de patience. Elle rentrait à la maison couverte de peinture aux doigts et de paillettes sentant le Play-Doh, me racontant un enfant de 5 ans qui avait prononcé sa première phrase complète ou noué ses chaussures sans aide. Sa voix se brisa. Elle tomba enceinte de Rosie. Grossesse facile, pas de complications. Puis l'accouchement, tout alla mal d'un coup. Décollement placentaire, hémorragie massive. J'étais là. J'étais infirmier. Je savais exactement ce qui se passait. Il fixa la table. Mais je n'étais pas son médecin. J'étais son mari. Je devais rester là et regarder pendant qu'ils attendaient l'autorisation. Viviane tendit la main à travers la table et couvrit sa main de la sienne. L'autorisation eut l'impression que cela prenait une éternité. Chaque seconde, je la regardais s'éloigner davantage, sachant exactement ce qui se passait, impuissant à l'arrêter. Au moment où ils approuvèrent enfin la chirurgie, il était trop tard. Elle me regarda, du sang partout, des moniteurs criants et chuchota. « Prends soin de notre Rosie, Cal. Promets-moi. » Puis sa main devint molle dans la mienne, et elle était partie. C'est pourquoi vous avez quitté les soins infirmiers. Chaque patient devenait là. Chaque code, Anna, j'entendis ses moniteurs. Je ne pouvais pas fonctionner, alors je courus. Pris des emplois où je ne pouvais échouer personne, où personne ne dépendait de moi pour les garder en vie. Mais vous m'avez sauvé. Il rencontra ses yeux. Vous n'étiez pas une patiente. Vous étiez juste une personne qui avait besoin d'aide. Mon corps bougea avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. Peut-être que c'est ce qui vous êtes vraiment, dit-elle doucement. Quelqu'un qui bouge quand tous les autres se figent. Rosie comprit des choses que les adultes manquaient souvent. Où elle trouva Viviane seule sur le terrain de jeu de la Fondation un après-midi, se balançant à moitié sur des équipements conçus pour des enfants d'un quart de son âge. Savez-vous comment se balancer? Papa dit que les adultes oublient. Viviane essaya de se souvenir de la dernière fois qu'elle avait été assise sur une balançoire. 35 ans au moins. Rosie démontra la technique appropriée. Viviane l'essaya, faillit tomber. Rosie rit, un son comme des carillons éoliens. Puis elle devint sérieuse. « Celle Viviane, puis-je vous demander quelque chose d'important? »« N'importe quoi. Aimez-vous mon papa? »« Aimez-le? » Le cœur de Viviane s'arrêta. « Parce qu'il parle beaucoup de vous. Il dit que vous êtes courageuse et intelligente et vous voyez des gens que d'autres gens ne voient pas. Il a dit que vous l'avez vu quand tous les autres regardaient à travers lui comme s'il était une fenêtre au lieu d'une personne. Votre papa a dit ça? » Rosie hocha la tête. « Je pense que vous seriez une bonne petite amie pour lui. Mais seulement si vous n'allez pas partir parce que maman est partie et grand-mère Lorraine est partie et je ne veux pas que papa soit triste à nouveau. » Viviane s'agenouilla au niveau de la petite fille. « Rosie, je ne ferai jamais de mal à votre papa exprès. Jamais. » Les yeux de Rosie, si semblables aux photographies de Karen, cherchèrent en son visage avec une intensité troublante. C'est ce que maman a dit aussi, mais elle est quand même partie. Votre maman n'a pas choisi de partir, chérie. Elle voulait rester plus que tout au monde. Comment savez-vous? Parce que toute mère qui vous avait ne voudrait jamais partir? Rosie considéra cela. Puis elle enroula ses bras autour du cou de Viviane. D'accord, je vous crois, mais si vous faites pleurer papa, je serai vraiment, vraiment en colère. Quelque chose se déverrouilla dans la poitrine de Viviane. Quelque chose qu'elle n'avait même pas su être fermé. Marché conclu. Roland choisit le gala annuel de la Fondation pour frapper. 500 invités remplirent la grande salle de bal du Four Seasons Chicago. Donateurs, membres du conseil, politiciens, presse. Viviane portait une robe Valentino Blue Marine. Callum portait son premier costume depuis les funérailles de Karen taillé par quelqu'un dont les services Viviane avaient arrangé sans lui dire le coup. Rosie resta à la maison avec Madame Delgado. Trop de gens chics, Callum avait dit. Vraiment, il voulait la protéger de ce monde. Roland monta sur scène à mi-événement,
sa voix portant à travers la salle de bal avec une préoccupation de pratique. Avant de continuer, j'ai quelques préoccupations concernant les opérations de la Fondation qui doivent être adressées publiquement. L'écran derrière lui s'illumina. Photographie de Callum et Vivian. Café ensemble à la cafétéria de la Fondation, marchant vers son immeuble d'appartement. Sa voiture garée dehors à 23h43 la nuit. Un ancien concierge, dit Roland, un homme qui a abandonné sa carrière d'infirmier pendant 8 ans, accéléré à travers notre programme pendant que des candidats plus qualifiés attendent, donner logement, frais de scolarité, garde d'enfants, avantages valant plus de 175 000 $ pendant que ma sœur supervise personnellement ses progrès. Gaz ondulaire est à travers la foule. Téléphones se levèrent comme des fleurs se tournant vers le soleil. Je ne suggère rien d'impropre. Je demande simplement, est-ce une utilisation appropriée des fonds des donateurs? Ou notre PDG a-t-il confondu philanthropie avec intérêt personnel? Callum sentit 500 pères d'yeux tournés vers lui, riches, polis, jugeants, tout ce qu'il avait craint, qu'il n'appartenait pas, qu'il était un cas de carité, qu'il ne serait jamais rien de plus qu'un homme invisible des sièges bon marché. Confirmé devant un public de gens qui n'avaient jamais travaillé 3 emplois dans leur vie, il se leva, marcha vers la sortie, pas courant. Il était trop fier pour cela. Mais chaque pas lui coûtait tout. Callum, il ne s'arrêta pas. Il était assis dans l'obscurité dans son appartement, alliance lourde sur la chaîne autour de son cou. Il avait eu raison depuis le début. Il n'appartenait pas à son monde. Jamais, jamais ne le ferait. La porte grinça. Petit pas. Papa, Madame Delgado a dit que vous étiez rentré tôt. Pourquoi êtes-vous assis dans le noir? Juste pensant, Rosie-fille, retourne au lit. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé à la place. Tu es triste, je peux le dire. C'est à cause de l'homme méchant à la fête chic. Quel homme méchant? Monsieur Vivian a appelé. Elle a dit qu'un homme méchant a dit de mauvaises choses sur vous devant tout le monde. Elle a dit qu'il est un menteur et elle va arranger ça. Elle a appelé. Rosie hocha la tête. Elle a dit de vous dire quelque chose. Elle a dit, l'homme invisible n'a jamais été invisible pour moi. Dis-lui que je le vois. Dis-lui que je l'ai toujours vu. Et dis-lui que je ne vais nulle part. Quelque chose se fissura dans la poitrine de Callum. Quelque chose qui avait été gelé pendant 8 ans. Rosie se recroquevilla contre son côté. Je te vois aussi, papa. Tu es le meilleur papa, même quand tu es triste. La réunion d'urgence du conseil se réunit à 9 heures le lendemain matin. Roland était assis à la tête de la table, suffisant avec victoire anticipée. Membres du conseil se déplacèrent inconfortablement. Margot Castagnano rayonna de fureur. Vivian entra, calme, composée dangereuse. Le conseil a de sérieuses préoccupations, Roland commença. Le conseil a des préoccupations, Roland. Elle le coupa. Où vous avez des préoccupations? Elle plaça un épais dossier sur la table de conférence. Puisque nous sommes transparents, laissez-moi partager quelques découvertes. 3 ans de comptabilité judiciaire, société écran aux îles Caïmans, virement bancaire vers des comptes enregistrés à votre seul nom, 4,7 millions de dollars détournés de la corporation et de la fondation depuis 2021. Le visage de Roland se vida de couleur. La SEC enquête depuis 18 mois. J'ai coopéré discrètement, construisant le dossier, attendant de voir jusqu'où vous iriez. Maintenant je sais. Elle se tourna vers le conseil. Mon frère vole cette entreprise depuis 3 ans. Quand le détournement n'était pas suffisant pour me forcer à partir, il fabriqua un scandale. Il arma la pauvreté d'un homme bon dans ma tentative de l'aider. Elle regarda directement Roland. La bourse de Callum Renfield est documentée, transparente et attribuée via des processus de fondation standard. Ses scores au test sont dans le 90e percentile de tous les participants au programme. Il a sauvé la vie de 3 patients pendant les stages cliniques.
La sécurité entra, deux agents en costume sombre. Mais votre détournement, c'est documenté aussi. Registre bancaire, virement bancaire, compte offshore. Le FBI a tout. Viven. Au revoir, Roland. Il fut escorté dehors. La pièce tomba silencieuse. Vive s'adressa aux membres du conseil restant. Si quelqu'un d'autre a des préoccupations concernant mon jugement, parlez maintenant parce que voici ce que je sais. 8 mois égaux, j'ai failli mourir dans un avion. Un homme qui travaille à 3 emplois et ne peut pas se permettre une assurance maladie a sauvé ma vie. Il ne demanda rien, n'attendit rien, disparut avant que quiconque puisse le remercier. Elle fit une pause. Cet homme m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Construire cette entreprise. Il m'a appris que la valeur n'est pas mesurée en prix des actions ou en bénéfices trimestriels. Elle est mesurée dans ce que vous faites quand personne ne regarde, dans si vous aidez quelqu'un qui n'a rien à vous offrir. Si ce conseil croit que soutenir des gens comme lui est une utilisation inappropriée des ressources de la Fondation, alors vous pouvez avoir ma démission parce que je préférerais perdre cette chaise que de perdre la première personne qui m'ait jamais vu comme autre chose qu'un bilan. Margot sourit. Je propose de remettre à plus tard toute discussion sur les relations personnelles du PDG et de nous recentrer sur le renvoi pénal pour Roland Ashford. Ai-je un deuxième? Le vote fut unanime. Callum attendait dans le hall de la Fondation quand Vivian émergea de l'ascenseur 3 heures plus tard. Elle semblait épuisée, triomphante, terrifiée. Roland a été arrêté. Elle a dit que le conseil a voté unanimement pour soutenir. Il traversa la distance entre eux en 3 pas et la tira dans ses bras. Elle se raidit d'un instant, des décennies d'armure, résistant à la sensation inhabituelle d'être tenue. Puis elle s'adoucit contre lui, son visage pressé contre son épaule, son corps tremblant de sanglots qu'elle retenait depuis des heures. « Je pensais t'avoir perdu, » chuchota-t-elle. « Quand vous êtes sorti de cette salle de bal, je pensais que vous étiez parti pour toujours. Je faillis l'être. » Sa voix était rauque. Rosie me parla du rebord. Elle a livré votre message. Vivian se recula, essuyant ses yeux. Je voulais dire chaque mot. Je sais. Il toucha son visage doucement, poussant une mèche de cheveux derrière son oreille. L'homme invisible vous voit aussi, Vivian. Il vous a toujours vu. Elle rit à travers ses larmes. Nous sommes une sacrée couple, n'est-ce pas? Une milliardaire qui ne sait pas comment être aimée et un infirmier qui a oublié qu'il méritait de l'être. Peut-être que nous pouvons le comprendre ensemble. Peut-être que nous le pouvons. Ils se tinrent là dans le hall vide, 2 personnes brisées se soutenant mutuellement, finalement prêts à arrêter de fuir la chose qu'ils désiraient le plus tous les deux. 1 an après le vol 1847, Callum se tenait dans de nouveaux uniformes médicaux, badge d'identité lisant Callum Renfield, infirmier attaché à sa poitrine. Premier jour en tant qu'infirmier certifié en 8 ans, Vivian le trouva avant son quart de travail. Nerveux, terrifié. Bien signifie que vous vous souciez. Rosie entra en trombe par la porte, sac à dos rebondissant. « Papa, mademoiselle Vivian, regarde ce que j'ai fait. » Elle tint un dessin, 3 bonshommes allumettes se tenant la main. Un grand avec des cheveux bruns, un moyen avec des cheveux noirs et une robe rouge, un petit avec des couettes jaunes et un ours en peluche à un œil. C'est nous. Madame Hernandez a dit, dessine ta famille. Alors j'ai dessiné notre famille. Vivian étudia le dessin plus attentivement. La figure grande avait quelque chose dans sa main, un stéthoscope rendu en crayon violet. La figure moyenne portait une petite couronne. La petite figure se tenait entre eux, bras tendus de manière impossiblement large pour tenir leurs 2 mains. « Pourquoi a-t-elle une couronne? » demanda Vivian doucement. « Parce que papa dit que vous êtes la reine de votre château, mais je pense que les reines se sentent seules dans leur château toutes seules. Alors je vous ai dessiné avec nous à la place. Les reines ont aussi besoin de famille. » Le souffle de Vivian se coupa dans sa gorge. « Et vois ça? »
Rosie pointa le coin de la page où deux figures plus petites flottaient parmi des nuages et des étoiles au crayon jaune. C'est maman et grand-mère Lorraine. Ils nous regardent du ciel. Madame Hernandez dit, « Les gens que nous aimons ne partent jamais vraiment. Ils regardent juste d'un endroit que nous ne pouvons pas voir. » Les yeux de Callum se remplirent de larmes. « Il sourit parce que nous sommes heureux, » Rosie continua. « En fait, maman veut que papa soit heureux. Elle lui a dit, et grand-mère Lorraine lui a dit de ne pas avoir peur. Alors ce dessin, c'est moi qui leur montre qu'il a écouté. » Elle leva les yeux vers les deux adultes avec une clarté dévastatrice que seuls les enfants possèdent. « Parce que vous rendez papa heureux, mademoiselle Vivienne, et vous me faites me sentir en sécurité. Et les familles sont les gens qui vous rendent heureux et en sécurité. N'est-ce que pas? » Callum et Vivienne se regardèrent. Le visage de Rosie se voila d'une inquiétude soudaine. « Est-ce que c'est bien d'avoir une nouvelle famille? Maman est au ciel, et grand-mère Lorraine aussi. Mais nous pouvons toujours les aimer et avoir une nouvelle famille. N'est-ce que pas, papa? » Callum s'agenouilla et la tira dans ses bras. « Oui, bébé. Nous pouvons aimer maman et grand-mère pour toujours et encore avoir de la place pour plus. L'amour n'est pas comme l'argent. Il ne s'épuise pas quand vous le partagez. » Il regarda Vivienne par-dessus la tête de Rosie. « Il voudrait ça. Il voudrait que nous vivions. » Vivienne se joignit à l'étreinte. Trois personnes, bras entrelacés, construisant quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés et d'espoir d'occasion. Cette nuit-là, après que Rosie se fut endormie, Callum s'assit seul avec la bague de Karen. 8 ans, il l'avait portée contre sa poitrine. 8 ans à la porter avec lui partout, un poids qui était à la fois réconfort et chaîne. Il la tint dans sa paume, chuchota à l'obscurité. « Karen, je pense que je suis prêt. J'espère que tu comprends. Je t'aimerai toujours. Tu m'as donné Rosie. Tu m'as donné tout ce qui était bon dans ma vie si longtemps. » Il essuya ses yeux. « Mais maman avait raison. Je me suis caché. Et il y a quelqu'un. Elle est différente. Elle me voit vraiment. Pas le concierge, pas le mari raté qui n'a pas pu te sauver. Juste moi. » Il plaça la bague dans une petite boîte en bois sur sa commode. Pas jeter, pas oublier, juste faire de la place. Je ne te remplace pas. Je fais juste de la place comme tu m'as dit de le faire. Cette dernière nuit, tu as dit, « Ne me laisse pas être la fin de ton histoire, Cal. » Je n'ai pas compris. Puis il ferma la boîte doucement. Je comprends maintenant. 15 mois après qu'un homme en chaussures scotchées eut sauvé la vie d'un étranger à 30 000 pieds, Callum et Vivienne montèrent ensemble dans un autre vol. Première classe cette fois, une conférence médicale à Boston. Vivienne avait insisté. Callum avait protesté. Rosie avait déclaré, « Laissez-la nous gâter, papa. C'est ce que les familles font. » À mi-vol, un homme âgé dans la rangée 3 serra sa poitrine. Callum était hors de son siège avant que l'appel à l'assistance médicale ne soit terminé. Viv était juste derrière lui, tirant déjà des fournitures du kit médical de dessus. Ils travaillèrent ensemble, sans couture, synchronisés, une équipe forgée par la crise et la confiance en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu de trouver. Vérification du pouls, administration d'aspirine, surveillance des signes vitaux, voix calme coupant à travers la panique, passagers stabilisés, ambulanciers paramédicaux attendant à Logan. Une jeune mère qui avait regardé toute la chose les approcha après, ses yeux grands d'admiration. « Comment vous deux faites-vous ça? Vous travaillez comme si vous étiez partenaires depuis toujours. » Callum sourit. « Quelqu'un a cru que je valais la peine d'être sauvé. Elle m'a appris à le croire aussi. » Vivienne prit sa main, et il m'a appris ce que la valeur signifie vraiment. Qu'elle n'a rien à voir avec l'argent et tout à voir avec qui vous devenez quand personne ne regarde. Terminal de l'aéroport Logan. Rosie courant devant pour trouver les toilettes. Callum et Vivienne marchant ensemble, mains presque se touchant. Elle s'arrêta. « Votre mère vous a fait promettre de ne pas avoir peur. Avez-vous toujours peur? » Il prit sa main. La même main cailleuse qui lui avait sauvé la vie à 30 000 pieds. La même main qui avait tenu sa femme mourante
sa mère mourante, sa fille à travers des cauchemars sur des monstres et des peurs plus réalistes concernant les avis d'expulsion. Plus maintenant. Bien. Sa voix était à peine un murmure. Parce que je suis terrifié et j'ai besoin que vous soyez assez courageux pour nous deux. Qu'est-ce qui vous fait peur? Perdre ça. Vous perdre. Perdre Rosie. Découvrir que je ne mérite pas le bonheur après avoir passé 42 ans sans même savoir ce que c'était. Il l'attira plus près. Vous méritez tout. Vous m'avez vu quand j'étais invisible. Vous m'avez rendu ma vie. Vous avez donné une famille à Rosie. Comment pourriez-vous ne pas mériter de faire partie de ce que vous avez créé? Rosie réapparut. Monsieur Patches glissait sous un bras. Vous allez vous embrasser? Parce que Sophie dit que quand les adultes se tiennent la main et se regardent comme ça, ils sont censés s'embrasser. Ils rirent. Leçon les surprit tous les deux. Peut-être plus tard, dit Colum. D'accord, mais pouvons-nous dîner d'abord? Comme une vraie famille? Parce que c'est ce que nous sommes maintenant, n'est-ce pas? Une vraie famille. Colum regarda Viviane. Tout terrifiant, tout parfait, tout ce qu'il avait cessé de croire est possible il y a 8 ans quand il tenait la main de Karen et la sentit s'échapper. Oui, Rosie fille, la voix de Viviane était épaisse d'émotion. C'est exactement ce que nous sommes. Ils marchèrent vers la récupération des bagages ensemble, Rosie au milieu, tenant leurs deux mains, balançant légèrement à chaque pas. Sa mère lui avait dit de ne pas avoir peur de vivre. Pendant 8 ans, il pensa que vivre signifiait survivre. Passer chaque jour, garder Rosie nourrie, garder les lumières allumées, garder sa tête hors de l'eau juste assez pour respirer. Mais ce que n'était pas vivre, c'était d'exister. Vivre, c'était se laisser voir quand vous aviez passé des années à pratiquer l'invisibilité. C'était accepter de l'aide quand la fierté criait de refuser. C'était croire que vous méritiez de bonnes choses quand le monde avait passé 8 ans à vous enseigner le contraire. Vivre, c'était regarder une seconde chance terrifiante, impossible, magnifique, et dire oui. Il avait dit oui sur un parking à Phoenix. Il avait dit oui chaque jour depuis. Il continuerait à dire oui pour le reste de sa vie. Oui à Rosie, oui à Viviane, oui à la famille qu'il construisait à partir de morceaux brisés et d'espoir empruntés et d'amour qui ne s'épuisaient pas quand on le partageait. L'homme invisible s'était finalement laissé voir.